Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, mise en place de la force mixte africaine. Le Cameroun va mobiliser 2450 soldats pour sa participation à la force d'intervention conjointe multinationale de lutte contre Boko Haram. La classe politique gabonaise invitée par les États-Unis à échanger autour du thème de la bonne gouvernance. Nous reviendrons sur les conclusions de cette rencontre. Renforcement des relations chino-africaines. Outre l'aspect économique, la promotion culturelle occupe de plus en plus une place prépondérante. Exemple en Afrique du Sud où la langue chinoise sera enseignée à l'école primaire. Mais avant de développer ces titres, sachez que l'Égypte durcit sa législation antiterroriste. Le nouveau dispositif décrété dimanche par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi est mis en place alors que les attaques visant l'armée et la police se multiplient. La nouvelle loi ne change pas grand-chose concernant les lourdes peines et les pouvoirs de la police et de l'armée, déjà prévus par la législation antiterroriste. Mais un article controversé prévoit une amende très lourde allant jusqu'à 500 000 livres égyptiennes pour les journalistes et leurs médias, y compris étrangers, qui rapporteront des informations contredisant les communiqués et bilans officiels en cas d'attentat ou d'attaque. Le projet de loi initial prévoyait même la prison avant d'être adouci. Je vous le disais en titre, le Cameroun mobilisera 2450 militaires au sein de la force d'intervention conjointe multinationale contre Boko Haram. La force basée à N'Djamena au Tchad sera composée essentiellement de militaires renforcés par des policiers et des civils. Les précisions de Lezelsi Akizimana. Les militaires camerounais prêts pour la force d'intervention conjointe multinationale. Les préparatifs d'envoi des contingents vont bon train. Le président de la République, Paul Biya, a déjà nommé des généraux qui vont participer à la mission camerounaise. Il s'agit notamment du général de brigade Valère Nka, au poste d'adjoint au commandant de la force multinationale, ainsi que Bouba Dobé-Créo, nommé commandant du premier secteur de la MNJTF dans l'extrême nord du Cameroun. Le président de la République du Cameroun a autorisé le déploiement d'un contingent de 2450 hommes au titre de la contribution du Cameroun à la force mixte. Le Cameroun va donc déployer les meilleurs soldats de son armée, mais il garde plusieurs ressources bien compétentes sur son territoire afin de faire face en cas d'attaque interne du groupe islamiste. C'est une bonne chose que le Cameroun participe activement et avec ses meilleurs hommes à la force multinationale de lutte contre Boko Haram, parce qu'il s'agit d'une menace qui touche à plusieurs pays. Je pense que cette concentration-là est utile pour véritablement faire reculer la menace de Boko Haram. Et le fait d'envoyer ces meilleurs hommes dans la force multinationale ne voudrait pas dire que le Cameroun va négliger sa sécurité intérieure. Je pense que le pays a suffisamment de ressources matérielles et humaines pour continuer à assurer la sécurité au niveau intérieur, tout en se déployant au niveau de la force multinationale. La force multinationale va mobiliser 8700 hommes, parmi eux des militaires, gendarmes, policiers et des civils, et sera dirigée par le général Lia Abba, un officier d'infanterie musulman originaire du nord du Nigeria. Cette force sera composée des éléments venus du Tchad, du Cameroun, du Bénin, du Niger et du Nigeria. Journée de négociation cruciale pour résoudre la crise au Soudan du Sud. Les discussions pour un accord de paix se poursuivent ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est aussi ce 17 août qui marque la date limite fixée par la communauté internationale pour que le gouvernement et les rebelles se mettent d'accord sous peine de sanctions. Les débats se cristallisent autour de projets de l'autorité intergouvernementale sur le développement qui prévoit une transition sur 2 ans et demi au Soudan du Sud. Bonne gouvernance du 2 au 12 août. Une dizaine de représentants de la majorité gabonaise étaient à Washington, aux États-Unis. L'opposition a également été reçue afin d'échanger autour de la vie politique du Gabon. Les précisions de Lezelsi Akizimana.
Du 2 au 12 août 2015, une dizaine de représentants de la majorité gabonaise étaient à Washington, aux États-Unis. Objectif, participer au programme initié depuis 70 ans à l'intention des dirigeants politiques du monde. Ce programme a d'abord accueilli l'opposition, puis des représentants de la majorité au pouvoir, conduit par Faustin Boukoubi, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Dans le cadre d'excellentes relations bilatérales qui existent fort heureusement entre les États-Unis et le Gabon, le gouvernement ou les autorités américaines ont bien voulu inviter la classe politique gabonaise. D'abord l'opposition et ensuite la majorité. Nous nous y sommes retrouvés, nous avons échangé et nous sommes imprégnés des mécanismes de gouvernance dans ce grand pays. Nous avons également apprécié le processus électoral dans cette vieille démocratie et je peux vous avouer que eux-mêmes étaient surpris par la qualité de l'organisation des élections dans notre pays, à la fois les lois et l'organisation effective. Et donc, nous avons fait le tour de ces questions. S'il y a des choses à dire, c'est évident que ça a été apprécié. Ce déplacement aux États-Unis intervient au moment où le PDG traverse une crise interne. Le parti au pouvoir se déchire après qu'un groupe de proches d'Ali Bongo a créé le Mogabo, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba. Un groupe de députés du parti et d'anciens ministres ont créé à leur tour un courant politique. Le Parti démocratique gabonais, quoi qu'on en dise, se porte bien, se porte très bien. C'est un parti qui, par moments, a connu effectivement des fluctuations au niveau de ses cadres, mais c'est un parti qui se porte bien et qui n'a rien à envier à d'autres partis stables. Le Gabon, qui célèbre son 55e anniversaire d'indépendance au 17 août 2015, se prépare déjà à la présidentielle de 2016. Le PDG vise la victoire afin de poursuivre à travers le président Ali Bongo Ondimba le plan stratégique gabonais émergent, vision de l'horizon 2025. La coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud se renforce. Pretoria a introduit l'enseignement du mandarin, la langue chinoise, à l'école primaire. La Chine, pour sa part, développe aussi des stratégies pour l'apprentissage des langues africaines comme le swahili et le zoulou. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. En Afrique du Sud, le gouvernement a décidé d'introduire l'enseignement du mandarin, la langue chinoise, à l'école primaire. Cette décision entre dans le cadre de la coopération qu'entretiennent les deux pays. Selon le ministère de l'Éducation, un accord a été signé pour former des professeurs sud-africains en Chine. La coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud s'est intensifiée ces dernières années. L'apprentissage de la langue chinoise, donc du mandarin, aux élèves de primaire en Afrique du Sud, sur le principe, c'est une bonne chose que les Sud-Africains puissent apprendre le mandarin, puisque c'est une langue comme une autre, et qu'on est dans la mondialisation, et qu'il ne faut pas se fermer non plus. Est-ce que ce ne serait pas mieux peut-être de favoriser les langues nationales à ce stade-là de l'apprentissage des enfants, et de pouvoir intégrer peut-être le mandarin à partir du collège ou du lycée ou de l'université. En Chine, l'apprentissage de certaines langues africaines est effectif depuis quelques années. Il s'agit notamment du swahili et du zoulou, des langues parlées en Afrique australe. Les observateurs estiment que l'Afrique du Sud, au même titre que la Chine, doit promouvoir son modèle social à l'étranger pour mieux conquérir des parts de marché. On voit donc aussi que la Chine est aujourd'hui en train de développer des instituts, ce qu'on appelle les instituts Confucius, dans le but de développer, promouvoir la culture chinoise, également la langue chinoise. De la part de la Chine, l'objectif de promouvoir sa langue dépasse le cadre économique. Il y a aussi une dimension culturelle. La dimension culturelle, vue du côté sud-africain, me paraît pas très importante. L'Afrique du Sud doit aussi essayer de promouvoir sa culture, son modèle social
à l'étranger. L'apprentissage des langues chinoises et africaines par les deux partenaires permet de renforcer les échanges et de contourner la concurrence des intermédiaires occidentaux. La Chine, dans ses relations avec l'Afrique, construit de plus en plus de centres culturels destinés à promouvoir sa culture à travers l'apprentissage du mandarin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.